Chers amis des mots, je vous souhaite la bienvenue sur Sentimentalité, le podcast où on parle émotions, santé mentale et littérature. Je m'appelle Stéphanie Manita, je suis écrivaine et je vous invite à explorer avec moi tout ce que ce mélange peut donner auprès de mes bouquins ou de mes invités. C'est parti! Tome 2, chapitre 8, Corps de l'âme, pas de veine pour toi. Je suis revenue de vacances mardi 13 mai et je pensais pouvoir me reposer de cette escapade en Sicile. Je n'en ai pas trop parlé ici, je n'en ai pas trop parlé sur les réseaux parce que ce voyage, c'était l'occasion de faire une surprise à mon père qui a fêté ses 80 ans et qui vit en Sicile depuis plusieurs années maintenant. Du coup, je voulais pas trop ébruiter la possibilité que j'aille là-bas, même si je pense qu'il n'aurait pas capté étant donné que je n'y vais jamais, voilà. Mais bon. Les voyages et moi, c'est une grande histoire de désamour. C'est prévu que j'en parle dans des articles de blog. Ça me stresse énormément. J'ai toujours l'impression de devoir prendre toute ma maison avec moi pour pouvoir assumer ce voyage, même si ça dure quelques jours. C'est très compliqué pour moi et malheureusement, le fait d'être sur place ne m'aide pas forcément ensuite à récupérer l'énergie que j'ai perdue à préparer le voyage. Bref, j'en parlerai dans des articles, mais tout ça pour dire que je pensais profiter de la semaine passée pour récupérer un peu mon énergie et malheureusement, entre guillemets, j'ai un entretien d'embauche qui s'est rajouté le jour d'après mon arrivée à Genève. Ensuite, j'ai eu des rendez-vous qui se sont fixés avant que je parte en vacances, notamment pour mes jambes. Là aussi, j'en parlerai dans des articles de blog probablement. J'ai eu des rendez-vous de physio, non seulement donc pour mes jambes, mais aussi pour ma nuque, qui certes est rétablie, mais je continue les séances de physio pour vraiment récupérer toute ma mobilité et éviter que je sois trop crispée des épaules. Et pour couronner le tout ce matin, aujourd'hui, 19 mai 2025, j'ai extrêmement mal dormi parce que j'ai toussé, je pense, la moitié de la nuit. Nous sommes au printemps. Les allergies sont là, voilà. Et samedi, j'ai fait du jardinage, donc vive les graminées qui se sont incrustées dans mon nez, plus la climatisation dans les transports, dans la voiture de la voisine pour aller chercher les plantons, dans l'avion du retour, qui m'ont complètement défoncé le nez. Je suis en super forme, vous l'aurez compris. Bref, maintenant que j'ai déchargé mon humeur mitigée, dirons-nous, je vais vous parler de mon livre, parce que c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui et toutes les autres fois. Et je me suis rendu compte en préparant, si j'ose dire, cet épisode, que c'est l'avant-dernier de cette série. Et oui, l'avant-dernier où on va parler personnages et corrections. Ensuite, je vous prépare un dernier épisode pour ce tome 2 où on parlera des points communs entre mon premier roman, mon deuxième roman et mon troisième roman. Puis, on passera enfin aux interviews, les amis. Voilà. J'ai déjà reçu 3 personnes et j'ai eu une petite frayeur parce que j'ai cru que j'avais perdu l'interview. Il s'avère que c'était un problème du côté du prestataire, donc tout va bien, j'ai pu récupérer mon épisode. Maintenant, il faudra que je fasse le montage et les entretiens durent, on va dire, entre 1 heure et 2 heures et demie. Donc il va falloir que je fasse du tri et que je fasse un tout petit peu de montage, sinon je vais vous perdre, je pense. Mais voilà, une fois que les interviews auront commencé, moi je vais pas chômer, je vais continuer à interviewer des gens et vous proposer, ma foi, des contenus de qualité puisque j'invite des personnes de qualité. Donc j'ai vraiment hâte de passer à ces interviews. Mais j'ai aussi vraiment hâte, et je vous le confie ce matin, quand j'ai ouvert mon fichier pour voir de quoi je voulais parler, puisque je prépare pas plus que ça les épisodes, j'étais très heureuse de parler des personnages. Parce que les personnages sont au centre de mon récit. Je pars toujours, peu importe le genre dans lequel j'écris, des personnages. Souvent, je pars aussi d'un couple de personnages, parce que vive l'amour. Mais ce sont les personnages qui sont au centre de mes histoires et ensuite vient l'univers. En l'occurrence ici, comme vous le savez déjà puisque vous avez écouté les anciens épisodes, n'est-ce pas ? On est sur un roman contemporain, tranche de vie plutôt, avec une bonne poignée de drame dans la soupe. Les personnages remontent à loin, comme je vous l'ai expliqué,
Et ils ont pas mal évolué, comme je vous l'ai aussi expliqué. C'est-à-dire qu'au début, je mettais énormément, quand j'écrivais des textes, de moi dans les personnages. J'avais d'ailleurs cette tendance à dire qu'il y avait beaucoup de moi dans un seul personnage, un personnage qui me ressemble. Et puis, petit à petit, j'ai évolué, j'ai vécu d'autres choses, j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres histoires de vie. Et j'ai voulu en fait rendre hommage à plein de monde. C'est ce que j'ai fait particulièrement dans Les Inséparables, mais je l'ai aussi fait dans Pas de froid de cœur chaud, en mettant quand même, je l'avoue, énormément de moi en Chiara. On en a déjà parlé dans un autre épisode où je vous disais pourquoi. Et Corps de l'âme, c'est vraiment un roman très particulier parce que pour le coup, j'ai mis vraiment de moi dans chacun des personnages. À commencer par Sean. Sean, à l'époque, c'était comme mon alter ego. C'est-à-dire que j'appréciais particulièrement, je crois que j'en ai parlé aussi dans d'autres épisodes, incarner des garçons. Et Sean était pour moi comme un genre d'homme idéal, puisque j'étais adolescente quand j'ai commencé à écrire cette histoire, et à la fois la représentation de tous mes tourments. Alors, Sean s'automutile, on le sait, je ne le spoil pas, on le sait dès le début de l'histoire, on le sait même dans le résumé. Je n'ai jamais fait ça. Concrètement, on va dire. J'ai eu des pensées très sombres et j'avais des envies de me faire du mal, mais contrairement à certains amis ou certaines amies de l'époque, je ne suis pas passée à l'acte, en tout cas pas de cette façon. Donc il y a déjà des points où je ne me retrouve pas dans Sean. Néanmoins, en vivant aux côtés de personnes qui sont passées à l'acte, j'ai pu aller au plus proche de ce que ça fait de s'automutiler. Aujourd'hui même encore, parfois je tombe sur des témoignages qui sont très très proches de ce que j'ai pu écrire. Donc je suis assez contente d'avoir pu m'imprégner de cette sensation, de ce que la personne recherche à travers cet acte, pour pouvoir le retranscrire et montrer comment petit à petit on peut en sortir. Sean est victime d'une dépression assez sévère, même si j'ai concentré ce trouble psychique plutôt chez Kai. Mais on est ok qu'il rentre à l'institut pour une raison. Il a fait une tentative de suicide sans vraiment vouloir mourir, mais quand même, il est tombé assez bas. Et dans ses réactions, dans son rejet des autres, dans le fait qu'il ait été rejeté aussi à plusieurs reprises, qu'il se sente abandonné par sa mère notamment, il y a beaucoup de choses qui sont regroupées dans ce personnage qui m'illustrent à l'époque. Alors, je me sentais pas abandonnée par ma mère, mais le sentiment de rejet, le sentiment... aussi cette position de victime que Sean a à accuser les autres de tous ses torts. Ça, c'était une attitude que j'avais énormément. Donc, je profitais d'avoir Sean à portée de main pour déverser ça là-dedans et en faire un personnage, plus ou moins construit qu'ensuite j'ai retravaillé. Une évolution majeure de Sean a été que à la toute première bêta-lecture de ce roman, et notamment à la lecture sensible aussi de ce roman, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que Sean partait gentiment vers un caractère un peu d'incel. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est en gros un mec qui estime que tous ses malheurs viennent des femmes et que il est constamment rejeté par les femmes, qu'elles valent pas la peine, et du coup il va même parfois les dénigrer. Et c'est vrai qu'au tout début du récit, Sean est un peu comme ça. Il était en plus, je m'en suis rendu compte des années plus tard quand j'ai fait vraiment cette grosse réécriture pour en faire un roman de qualité, il était vraiment pas cool. D'ailleurs, il avait fait une blague sur les handicapés, enfin bon, Sean était autant imprégné de mon mal-être que imprégné de tout ce que j'avais connu dans mon éducation, dans notre société, dans tous les préjugés, les discriminations dans lesquelles j'ai baigné depuis mon enfance. Donc Sean, c'était ce melting pot-là. Et heureusement, j'ai fait cette deuxième lecture, heureusement, j'ai attendu des années avant de réécrire ce roman pour avoir le bagage nécessaire et faire de Sean, certes, un adolescent en souffrance au départ, et un adolescent pas très sympa, on va le dire, un peu bougon et effectivement dans cette position de victime, mais qui est capable d'évoluer et surtout qui est capable de pas être un sale petit con dès le départ. Voilà.
c'est le personnage préféré de plusieurs personnes. J'ai pas vraiment de préféré parce que, comme je l'ai dit, j'ai mis beaucoup de choses dans chaque personnage. Et dans chaque personnage, je trouve des qualités et des défauts que j'aime couver, que j'aime apprécier. Donc Shaun, je peux pas dire que c'est mon préféré, mais en tout cas, je suis partie de lui pour écrire ce livre. Et du coup, il est un peu mon protagoniste par défaut. Même si en vrai on voit les autres évoluer petit à petit dans le fil du récit. Angelica a énormément évolué. Elle était, comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, plus jeune, pas seulement en âge, mais aussi mentalement. Dans les précédentes éditions de Corps de l'âme, elle était très immature, très impulsive. C'était du genre, je m'identifie à Shaun parce que je m'automutile aussi, juste pas de la même façon. Du coup, c'est mon copain, on va tisser des liens, blablabla. Elle avait un petit côté aussi jaloux d'Alyssa, mais il n'y a pas vraiment de raison d'être jaloux d'Alyssa. Juste parce qu'elle est jolie, voilà. Pareil, je dirais qu'à l'époque, tout ce qui était concentré dans Angelica était le fruit de la façon dont j'ai grandi, des discriminations, de tout ce que j'ai pu consommer aussi et voir dans des histoires, que ce soit écrites ou particulièrement dans les séries ou les films de l'époque où la rivalité entre femmes était très forte et vraiment compliqué. J'ai complètement retiré ça. Il n'y a plus du tout de rivalité entre Angelica et Alyssa. Et sans vous spoiler, il y a même un petit moment où il pourrait y en avoir, mais en fait, c'est vite évincé. J'avais pas du tout envie d'instaurer une rivalité entre ces deux protagonistes filles, étant donné ce qu'elles vivent déjà, et puis tout simplement parce que ça n'avait pas d'intérêt de rajouter une rivalité là. J'ai rajouté par contre une petite rivalité entre les deux garçons, mais je l'ai amenée d'une façon plus culturelle et argumentée qu'avant. En vrai, maintenant que j'y pense et maintenant que je le dis, je crois que j'ai déplacé cette rivalité féminine sur les deux garçons. Je sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, j'avais pas envie de cette rivalité sur les filles. J'avais envie qu'elles aient un lien un peu comme des sœurs, mais ce lien, il est aussi plus discret que la première fois. Parce que Angelica est très tactile dans la toute première version, et là, elle s'est un petit peu calmée. Elle est moins à sauter partout. Elle a quand même un petit côté immature parce qu'elle est plus jeune que les autres, mais elle reste un personnage beaucoup moins gnangnan, on va dire, parce que Angelica, c'était aussi un peu la représentation de la nunuche, et j'avais pas envie de ça pour elle. J'avais envie de lui donner vraiment du corps. D'ailleurs, au début, elle n'était pas grosse. Et finalement, j'ai rajouté cette problématique dans le fait qu'elle a été harcelée à l'école. Et j'ai intégré ça dans son développement. Qu'est-ce que ça fait d'être grosse? Pourquoi elle ne s'accepte pas? Qu'est-ce qui fait que? Et comment elle grandit avec ça? Et le fait aussi que, finalement, un des personnages, je vous dirai pas lequel, puisse l'accepter telle qu'elle est et l'amener à avoir un peu plus confiance en elle. Kai a beaucoup évolué aussi, mais je dirais que c'est celui qui a le moins bougé en termes de psychologie. Kai est resté un personnage très doux, même s'il a changé de prénom, comme je l'avais dit, donc il s'appelait Arthur et il est devenu Kai. Pourquoi? Parce que tout simplement j'aime le Japon et j'avais envie d'intégrer un personnage métis japonais dans le récit. Alors j'ai dû modifier quelques petits trucs suite à la lecture sensible parce que même si j'adore le Japon, même si je m'éloigne des clichés, je ne suis pas japonaise et donc il y a pas mal de choses qui ressortaient dans des mots, des phrases un peu maladroites qui méritait d'être retouché pour en faire un personnage plus chouette et aussi une écriture beaucoup moins c'est là pour être là. J'ai beaucoup retravaillé ça suite à la lecture sensible pour éviter les clichés surtout. Mais j'ai quand même tenu compte de cet aspect culturel, du fait qu'il soit métis et qu'au Japon, c'est relativement rare et assez mal vu. Donc ça fait aussi partie de son histoire, j'avais envie de le complexifier un petit peu. Et surtout, avec Kai, je mets beaucoup en avant la dépression.
Et je me suis aussi beaucoup plus renseignée sur sa condition de handicap parce que, déjà j'ai trouvé une raison pour l'intégrer justement à la culture. Bien sûr, c'est un côté extrême, mais ça fait partie de ce côté métis qui fait que des gens sont allés aussi loin. Ça, vous le découvrirez en lisant le roman. Voilà, j'avais envie de finaliser son histoire parce que dans la première version, Arthur était aussi brûlé sur le corps, mais disons que ça prenait pas autant de place. Bien sûr, j'avais pas fait autant de recherches, j'avais pas développé autant les personnages. Voilà, et puis surtout, j'avais beaucoup envie, avec Kai, de montrer que la dépression, c'est pas quelque chose de facile à guérir, qu'on peut être aussi adorable et enthousiaste qu'on peut l'être au maximum. La dépression nous rattrape, et il a des très hauts, Kai, mais il a aussi des très bas. Il s'appuie vraiment, on vient vraiment le chercher en fait, pour l'aider. Et j'avais envie de montrer ça aussi, qu'il faut profiter des mains tendues quand elles sont là, quand on va pas bien. Et Kai est le personnage parfait pour montrer ça, parce que il va tomber amoureux, et malgré ça, il va avoir beaucoup de difficultés à sortir de la dépression. Et d'ailleurs, vous le verrez, mais tout n'est pas tout blanc ou tout noir à la fin de Corps de l'âme. J'ai voulu quelque chose d'assez ouvert pour qu'on puisse vraiment peser la difficulté à sortir de ces maladies, quoi. Ces maladies lourdes qui sont particulièrement puissantes aussi à l'adolescence parce que notre développement n'est pas terminé. Tout est beaucoup plus fort, beaucoup plus incarné, beaucoup plus difficile à supporter avec tous ces changements physiques, le fait d'avoir en tout cas cette impression d'être jugé constamment, ça n'aide pas non plus à évoluer dans ça. Voilà. Concernant Alyssa a relativement peu évolué. Bien sûr, je l'ai développée, donc elle a gagné en profondeur. Il fallait que ce soit quelqu'un... Et c'est difficile de vous parler d'elle parce que je dois pas vous spoiler, parce qu'elle a un gros dossier. Mais j'ai changé quelque chose d'assez primordial aussi dans le cadre de mon évolution personnelle, de ma perception des choses. J'étais partie dans un chemin assez classique de son traumatisme. Je vais en rester là pour la définition du traumatisme. Et j'avais envie de changer. Parce que, entre-temps, j'ai vu des témoignages, j'ai vu d'autres choses qui sont encore plus tabous que ce que j'avais mis moi, à la base. J'ai aussi modifié beaucoup son lien avec le directeur de l'institut. Déjà parce que, finalement, le directeur n'est pas juste sorti de nulle part, il est sorti de mon premier roman, donc je pouvais pas faire n'importe quoi. Et surtout, je sais pas pourquoi, mais dans la toute première version, son rapport avec le directeur était très bizarre. Ce directeur était très bizarre et Sarah m'a beaucoup aidée à lui redonner beaucoup de crédibilité dans la prise en charge de ces jeunes, dans l'élaboration de cet institut. Donc ce rapport avec le directeur et Alyssa, c'était très chouette à retravailler parce que je trouvais le truc bizarre. Et finalement, c'est plus bizarre du tout. Puis oui, sur la dimension du traumatisme d'Alyssa, je suis très heureuse d'avoir changé parce que ça permet de traiter encore une fois une problématique qui, certes, commence à se démocratiser, je sais pas comment dire, mais on commence à en parler beaucoup plus. Mais là, j'ai choisi un angle où ça reste très tabou, sous cet angle-là. Et je dirais que la fin est beaucoup moins tranchée aussi pour Alyssa. Parce que dans la toute première version, elle réglait entre guillemets son problème, elle ouvrait la porte de la rédemption, on va dire ça comme ça, et elle pouvait partir sur quelque chose de nouveau. Et au fil des années, au fil de l'évolution de ce personnage, j'ai eu l'envie, et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, d'écrire une suite, puisque comme je l'ai dit, cette version-là, elle a une fin très ouverte. Et donc avec cette suite, je pouvais pas non plus complètement résoudre tout le traumatisme d'Alyssa, parce que déjà ça se fait pas comme ça. Il fallait que la suite en tout cas traite de quelque chose qui la concerne. Donc j'en ai gardé un peu sous le coude pour la suite, et j'espère que vous apprécierez ça, même si je ne sais pas du tout quand cette suite va sortir. Voilà. J'ai aussi beaucoup plus développé Alyssa sous l'angle de ses réactions.
parce que Alissa a au début des réactions très très violentes. Et puis je lui ai ajouté encore un petit trouble parce que Alissa c'est vraiment genre le tableau, j'ai pas d'inspiration, je vais jeter de la peinture dessus quoi. Pardonnez la comparaison avec les tableaux, on a fini avec mon chéri le jeu Clair-Obscur Expédition 33 il n'y a pas très longtemps. Donc je suis baignée dans l'art, dans la peinture, etc. depuis quelques semaines maintenant. Je fais que des métaphores avec ça. Donc voilà. Alissa, c'est un mélange de plein de seaux de peinture que j'ai balancé sur une toile. Et voilà, elle est vraiment, c'est la plus chargée au niveau traumatisme. Et elle se trimballe encore beaucoup de conséquences de ces traumatismes-là. C'est peut-être même un petit peu trop, mais tout le monde m'a dit oui, c'est bien gratin, mais personne m'a dit bon là, je pense que t'aurais pu l'enlever. Parce que j'ai pu développer à nouveau, me documenter sur les différents troubles que je lui ai injectés et les traiter avec une certaine maîtrise du sujet. Voilà, je suis assez fière de ce qu'Alissa est devenue et je dois dire que entre la deuxième et la dernière version, donc là où je vous avais dit l'évolution avec Marco, elle a aussi beaucoup évolué parce qu'en fait ça change complètement la perspective. Je vais pas aller beaucoup plus loin, mais là, un passif avec Marco, l'antagoniste que j'avais inventé et que j'ai dû réécrire d'une autre façon. Et cette autre façon de le réécrire, elle m'a permis d'exagérer encore un petit peu les troubles, en rajoutant par exemple des hallucinations, des réactions un petit peu incohérentes, des genres de cauchemars réveillés, etc., qui sont des troubles tout à fait existants, j'entends, j'ai rien inventé, mais qui expliquent pas mal le comportement sans amener un élément perturbateur trop puissant et incohérent en fait dans l'institut. Ça, c'est le quatuor de base et en termes de personnages secondaires, vous l'aurez compris, le quatuor des Inséparables se retrouve dans ce roman-là. Je suis contente d'avoir créé ce lien parce qu'en fait, ça m'a permis de pas complètement inventer des personnages qui tiennent cet institut, mais de créer un lien traumatisme versus résolution du traumatisme versus on va aider son prochain avec notre expérience. Et notre expertise aussi, soit de professionnels, soit de patients témoins, entre guillemets, d'avoir traversé des maladies, d'avoir traversé des épreuves qui permettent ensuite d'accompagner ces jeunes traumatisés de la vie. J'ai mis plein de clins d'œil, j'ai mis plein d'interactions entre les inséparables, sans qu'ils prennent trop de place et je suis assez contente de ça aussi parce que ça permet de pas trop en savoir et donc d'aborder l'histoire comme si on les connaissait pas. Ce qui a été le cas pour quelques personnes qui m'ont dit j'avais même pas vu les clins d'œil et tout ça. Bon, on perd un peu cette partie, mais j'entends, les clins d'œil ne sont pas non plus absolument nécessaires à reconnaître pour comprendre l'histoire. Et à la fois, ça m'a permis quand même de pas quitter mes personnages parce que les Inséparables m'ont poursuivi jusqu'à pas de froid de cœur chaud, comme je l'ai dit dans de précédents épisodes, et ils sont pas prêts de partir. Voilà, je suis partie sur un projet fantasy, donc c'est difficile de les intégrer dedans, mais j'étais contente de pouvoir les intégrer comme ça, de montrer un petit bout aussi de leur évolution. De continuer finalement à les faire grandir et évoluer avec ces jeunes, avec ce qu'ils peuvent leur apprendre et avec toute la bienveillance qui les caractérise après leur propre traumatisme à eux. Je fais aussi parler, comme dans Les Inséparables, plusieurs personnages secondaires, voire tertiaires. J'avais envie d'amener un petit peu de diversité, un petit peu de représentation. C'est très survolé, je vais pas vous le cacher, parce que je pouvais pas tout traiter, bien sûr. Donc j'espère pouvoir creuser un petit peu plus dans la suite, mais aussi dans des prochaines histoires où je pourrais potentiellement tous les mettre. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et là récemment j'ai co-animé un atelier d'écriture avec une dame de la bibliothèque de Lancy, ma commune. On a parlé du roman choral et je trouve que c'est vraiment une force, c'est vraiment quelque chose de très beau. J'aime beaucoup écrire comme ça. Là pareil, je fais une petite pause dans mon roman fantasy parce que ça me semble plus facile, mais
En tout cas, dans les romans contemporains, moi, je trouve que c'est une vraie force de pouvoir parler du point de vue de chaque personnage parce que on entre vraiment dans la psychologie de ces personnages, dans tout ce qu'ils peuvent nous apporter de concret. J'ai adoré évoluer dans leur peau et c'est vraiment, et ça c'est le deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui dans cet épisode, à l'étape de la correction que Céline m'a aidé à donner une vraie voix au personnage. Sarah m'avait déjà aidé sur quelques points, mais c'est vrai que Céline m'a proposé de faire un peu plus que de la correction. Elle m'a proposé d'essayer d'étoffer le langage, vu que je parle en « je » dans le roman, pour chaque personnage, pour améliorer en fait la voix. Et vraiment faire en sorte que chaque voix soit distincte de la suivante et de la précédente pour qu'on reconnaisse les personnages bien que ce soit indiqué en haut qui parle et qui pense. J'ai été assez étonnée, assez ébahie de ce qu'on arrivait à faire à cette étape-là alors que tout le fond de l'histoire avait été travaillé. D'ailleurs, Céline m'a même reproposé encore de modifier 2-3 petites phrases qui changeaient complètement la perspective d'une scène. Ouais, ça a apporté une crédibilité supplémentaire que j'avais déjà regagnée avec le travail de Sarah, le travail éditorial de Sarah. Ça a sublimé en fait la voix de mes personnages pour les faire parler vraiment avec leur cœur, découvrir ce qui les torturait et comment ça se regroupait aussi dans leur langage, quoi. Donc je suis très contente d'avoir pu faire ça avec Céline parce qu'on a fait des allers-retours et au fil des allers-retours, on trouvait d'autres formulations intéressantes. On trouvait d'autres petites choses à ajouter. C'est vraiment de l'ordre du détail et c'est difficile de vous dire maintenant qu'est-ce qu'on a ajouté, qu'est-ce qu'on a enlevé, mais notamment des insultes, des moments où Sean particulièrement... Vu que je suis pas mal dans sa tête, je m'identifie beaucoup à ce garçon. Eh bien, parfois, je pars dans des élans poétiques, des phrases assez alambiquées, très matures en fait, alors qu'en vrai, il a 18 ans dans le roman. Alors, je dis pas que les gens de 18 ans sont pas matures, mais c'est pas pareil qu'une personne de 30 ans, quoi. Et là, elle m'a aidé aussi à rendre la poésie plus moderne, en gardant quand même ce langage de jeunes et de personnes qui ne viennent pas forcément d'un milieu aisé aussi. Elle m'a un peu ouvert l'esprit sur le fait que, par exemple, Angelica vient d'une famille assez riche. Elle parlait d'une façon un petit peu familière, alors que c'était pas très cohérent. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais de fil en aiguille, les voix de mes personnages se sont dessinées mieux. Elles existaient déjà, mais elles se sont dessinées mieux. Et du croquis presque final avant la mise en couleur. Je vous ai dit que j'allais faire des trucs avec des tableaux. Du croquis final avant la mise en couleur, on est passé à la mise en couleur, tout simplement. Avec cette palette de caractères que j'avais envie de peindre, voilà, dans mon livre. Allez, on va jusqu'au bout. Donc merci encore une fois Céline pour ton travail sur Corps de l'âme parce que la voix, le texte, c'est quand même l'essence d'un roman. Donc c'était important et j'étais très d'accord avec elle que mes personnages aient leur propre voix et qu'on les reconnaisse à la première ligne de chacune de leurs parties pour être embarqués dans leur histoire. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Comme d'habitude, je prépare pas les épisodes, donc je regretterai peut-être dans quelques heures de ne pas avoir parlé de ci ou de ça. Mais il me semble que j'ai été assez en profondeur, peut-être pour vous donner envie de découvrir mes personnages. En tout cas, je l'espère. Si c'est pas le cas, de toute façon, je suis toujours OK pour que vous m'envoyiez des messages. Et le prochain épisode qui paraîtra dans 2 semaines traitera, du coup, comme je vous l'ai dit au début, des points communs entre les inséparables Corps de l'âme et Pâte froide cœur chaud, même si j'en ai déjà bien parlé dans les épisodes, j'essaierai d'être assez précise dans tout ce que ces 3 romans regroupent, puisqu'après, je vais partir sur des formats assez différents. Bon, j'en parlerai à ce moment-là, mais les 2 projets sur lesquels je travaille aujourd'hui
n'ont pas grand-chose à voir avec cela. J'avais besoin de décompresser, j'avais besoin de voir autre chose. Et puis je traverse une période personnelle assez intense en thérapie, en termes de diagnostic médical, en termes de cheminement personnel, de dépassement de mes limites, dépassement de mes ressources. Et voilà, c'est 2025 qui est très intense pour moi. On est bientôt déjà à la moitié de l'année et j'espère que cette autre moitié sera clémente, qu'elle me laissera un petit peu évoluer à mon rythme. Mais quoi qu'il en soit, je vous rappelle pour conclure cet épisode que ma boutique est ouverte et que si vous avez envie de vous procurer mes livres, ils sont disponibles en tout temps. Pour l'instant, j'ai pas prévu de fermer la boutique par période. Il y a mes 3 livres dessus dans leurs différentes versions. Et il y a aussi des versions abîmées qui ont de tout petits défauts qu'on voit presque pas franchement si on le sait pas et qui sont quasiment à moitié prix que je vous propose d'aller acheter. Voilà. Et puis je rappelle aussi que les abonnés à ma newsletter Le Cycle des mots, ma newsletter d'autrice, bénéficient aussi de temps en temps de réductions sur la boutique pour des occasions spéciales. Et là, ça va être le 20 mai, donc ce sera après la parution de cet épisode. C'est mon anniversaire, donc il est possible que je fasse des petites promos pendant une durée limitée. Peut-être pas un mois, mais peut-être quelques semaines. Donc pensez à vous abonner. J'envoie une newsletter chaque mois pour vous parler de mes rituels, de mes déboires et de mes aventures d'écrivaine. Et en même temps, des fois, je vous fais des petits cadeaux parce que je vous aime bien. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne lecture de mes ouvrages ou d'autres ouvrages. N'hésitez pas aussi à venir échanger avec moi. J'aime toujours découvrir de nouvelles choses. Et je vous dis à tout bientôt et surtout, un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et à vous abonner pour soutenir mon travail. À bientôt entre nos lignes.